Cette vidéo vous est présentée par Mastercase, le spécialiste des coques de téléphone haute qualité. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.master-case.fr. Personnalisez votre coque avec la photo de votre choix. Moins 25% vous est offert sur le prix de la commande avec le code promo BAFTV. C'est peu importe ce qui t'est arrivé, euh, sèche tes larmes, ne regarde plus en arrière et ton destin, en fait, si tu avances, il peut te plaire. Donc, il y a quand même une moralité dans cette chanson. Donc, il faut. Là, je le dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont pas forcément compris. La moralité, c'est ça. Que le destin peut quand même nous plaire malgré qu'une personne ne soit plus là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du Face à Fab sur la BAF TV. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une personnalité coup de cœur pour moi. Vous l'avez peut-être aperçu à plusieurs reprises à la télévision en 2022 sur M6. Il s'agit d'Alicia Mahé. Salut Alicia, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va très très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de faire une interview avec toi. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas forcément, Alicia, elle a été révélée en 2022 sur M6 dans le programme Mariée au premier regard. Durant cette interview, nous allons parler de cette expérience hors du commun et des coulisses de cette émission. Mais nous allons également évoquer l'enfance d'Alicia, sa vie d'avant ainsi que ses projets dans la musique, notamment avec la sortie de son tout nouveau single. Mais avant de démarrer cet entretien, nous allons débuter par le rituel du face à Fab qui s'appelle la carte d'identité de l'invité. Alicia, je vais juste te poser quelques questions simples et tu vas me répondre par des réponses tout aussi simples. Alors c'est parti, ton nom et ton prénom. Alors, je m'appelle Alicia Mahé. Date de naissance et lieu de naissance. Je suis née le 8 mai 1993 et je suis née au Lila dans le 93. D'ailleurs, c'était il y a quelques jours ton anniversaire, donc encore bon anniversaire. Merci, ça y est, je suis trentenaire. 30 ans en plus. Est-ce que tu as pris un petit coup de vieux? Non. Non, ça va alors. Alors, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Je pense que ma plus grande qualité, c'est que je suis généreuse avec les autres. Mon plus grand défaut, c'est peut-être justement, quand je suis trop gentille avec les autres, j'ai tendance à faire passer les gens que j'aime avant moi. Et du coup, je peux un peu m'oublier. Ça peut Sinon, être après, si c'est vraiment de caractère, je suis chiante. Ouais. Râleuse. Une petite râleuse attachante. Et vu qu'après on va parler musique, quel est ton chanteur ou ta chanteuse française préférée? Française, Si tu en as tu me une poses, française. Sinon internationale, hein. tu me poses une bonne colle, mais j'aime beaucoup, c'est pas, ça date pas, mais j'aime beaucoup ce que fait Slimane. D'accord. Ok. Alors Alicia, pour commencer cette interview, avant de parler de Marie au premier regard et de tes futurs projets, on va retracer un peu ta vie pour comprendre un peu qui tu étais avant de devenir une personnalité publique. Comment tu définirais ton enfance et comment tu définirais l'enfant que tu étais? Quand j'étais enfant, bah déjà, j'ai eu une enfance merveilleuse. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui voulaient tout donner pour leurs enfants. Donc, quitte à pas trop les voir, j'avais une nounou très souvent avec ma sœur. Ils voulaient qu'on puisse être tranquille, à l'aise pour faire nos études au cas où on voulait des études très chères. Sauf que bon, ça va, c'était pas très cher, infirmière. Mais j'ai eu une enfance très parfaite, merveilleuse. On a pu voyager avec le travail de mon père, on a pu partir en vacances et ça, je le remercierai vraiment toute ma vie. Et après, l'adolescence, bah, ça a fait que je pense que j'étais une personne apaisée. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, j'ai eu mon école infirmière. Enfin, j'ai pu réussir dans ma vie et puis jusqu'à ce qu'après, il y a eu un accident de voiture où là, il y a un peu tout qui a basculé dans ma vie.
Mais j'ai eu cette résilience pour avancer parce que justement, j'avais tellement une belle vie et du coup, j'avais tellement la joie de vivre qu'on ne pouvait pas me le retirer. Et du coup, je me suis dit, je suis comme ça, j'ai le sourire, donc je vais le retrouver, le sourire. Et je vais faire ce que je devais faire. Il me restait 6 mois d'études infirmières. On m'a dit, non, madame, il vaut mieux pas faire infirmière, vous allez souffrir avec vos problèmes. J'ai dit, si, je vais être infirmière. Donc, j'ai continué mes 6 mois, les 6 derniers mois. Et j'ai travaillé, j'ai pris mon indépendance, j'ai pris un appartement, j'ai fait du sport, de la kiné, et j'ai pu être indépendante malgré tout. Du coup, direct après le bac, tu es parti en école d'infirmière et après tu as enchaîné avec le métier directement. C'est ça, ouais, j'ai direct enchaîné, ouais. Ok. Alors, avant d'évoquer les coulisses de Marié au premier regard, t'en as parlé un petit peu là et on va en parler vraiment très rapidement. Ça me semblait important d'évoquer un drame familial que tu as connu en pleine période de Noël, en décembre 2016, si je ne me trompe pas. Euh, 2014. Tu as été victime d'un accident de voiture qui a malheureusement coûté la vie de ta sœur. Je profite de ce moment pour lui dédier cette interview d'ailleurs et lui envoyer mes plus fortes pensées. Aujourd'hui, comment tu arrives à te détacher de ce drame qui est et restera gravé en toi toute ta vie, mais comment tu avances dans la vie quand il t'arrive une chose aussi dramatique? Bah, en fait, quand il nous arrive quelque chose, c'est qui tout double. C'est soit on se morfond, ou soit on continue et justement, on se donne des objectifs pour être fier de soi et se dire, bah, je suis là, je vis et j'aime me sentir vivre, en fait. C'est ça mon besoin. J'aime me sentir vivre, donc je veux accomplir plein de choses. Et j'ai cette force aussi où j'avance pour ma sœur, j'avance pour elle et tout ce que j'accomplis, je la regarde en haut et je dis, j'espère que tu es fière de moi. J'ai l'impression d'avoir une double force finalement. J'ai l'impression qu'elle me donne de la force. Et comme j'ai toujours été cette personne qui avait le sourire, qui avait cette joie de vivre, bah j'ai pas changé finalement. Je suis restée cette personne qui a toujours eu cette joie de vivre, un humour un peu nul, et j'ai voulu rester la même, celle que j'étais, sauf qu'aujourd'hui, j'ai une philosophie de vie qui est complètement différente. J'ai acquis une sagesse énorme parce que je suis consciente qu'on n'a qu'une seule vie. Donc j'arrive à me rendre compte que certains petits moments sont très importants et on se rend pas forcément compte de certains moments, mais il faut profiter. On ne sait pas de quoi est fait la vie demain. Par exemple, quand je suis au restaurant avec ma famille ou mes copines, moi, j'ai conscience que c'est un bon moment qui sera gravé. Et donc, je prends plaisir à ça. Et malheureusement, de nombreuses personnes connaissent des drames de la sorte au sein de leur famille. Quel message tu aimerais adresser à ces gens afin de les aider un minimum à surmonter cette terrible épreuve? C'est pas évident parce que quand on nous annonce tout ce qui s'est passé et qu'on nous annonce que même nous, on est un peu condamnés au niveau de notre santé, on broie du noir, on va pas bien, on se dit qu'on peut pas y arriver. Mais en fait, il faut tout que ce soit, en fait, il faut que ce soit dans la tête, il faut que ce soit dans le mental. Moi, je savais pas que j'avais du mental avant. Je pensais que j'étais une chochotte, hein. À 21 ans, je pensais que j'étais une sacrée chochotte. Et en fait, j'ai tout pris dans la tête et je me suis dit, j'ai été un peu dans le déni à 21 ans d'être condamnée comme ça, d'avoir d'un coup une vie de merde. Et en fait, j'ai voulu avancer. Je me suis dit, non, je vais le faire. Et quand on veut, on peut. Et c'est ça que je veux faire passer comme message. Quand on veut, on peut se battre. Et au fur et à mesure, le combat, il est très, très difficile. Attention, hein. C'est pas facile. Mais c'est en se battant jusqu'au bout qu'on arrive à avoir des petites victoires au fur et à mesure. C'est pas des grosses victoires, mais c'est des petites victoires qui font qu'après, on en est satisfait. Et on continue parce qu'au final, à force d'avoir des petites satisfactions comme ça fait plaisir. Moi, on m'avait condamné, ma jambe devait rester paralysée toute ma vie. Dans ma tête, je me suis dit non, je vais la récupérer, ma jambe, et je l'ai récupérée au bout d'un an. Donc, il faut toujours se dire qu'on va le faire et qu'on peut le faire. Et si on a des échecs, eh ben, il faut continuer. C'est dur, il faut avoir un gros mental, mais ça se travaille, ça, hein. Moi, j'avais pas un mental comme ça, et ça se travaille. Il faut vraiment travailler le mental tout le temps, tout le temps, tout le temps, et après, tout se passe là-dedans. Ok, bah, On a le droit de craquer. On n'est oui, pas des robots, forcément. on a le droit de craquer, hein. Moi, je craque peut-être une fois par mois, mais ça fait du bien. Il faut se lâcher un peu et après, le lendemain, c'est bon, on reprend notre route. Faut pas tout garder pour soi non plus parce que sinon après c'est compliqué, c'est encore plus compliqué à Non, gérer. après, on devient fou. Alors l'année dernière, en 2022, tu as participé à l'émission Mario au premier regard sur M6.
Il paraît que c'est pas toi qui as envoyé ta candidature pour participer à cette émission, c'est directement une casteuse, je crois, qui est venue te chercher. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ces premiers contacts Mhm. avec les programmateurs de l'émission? Oui, bah, j'étais célibataire depuis 1 an et demi. Et en fait, c'était un peu c'était le confinement. Et donc, moi, comme je bossais et qu'il y avait du monde sur TikTok, je me suis dit, je vais faire des petites parodies, des petites choses comme ça sur mon métier d'infirmière. Et ça a beaucoup plu. Donc, je me suis pris 20 000 abonnés d'un coup. Ça a monté très rapidement. Mhm. Et un soir, j'ai fait un live. Et pour une fois, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le live. Et exceptionnellement, je crois qu'ils étaient 10 ou 15, j'ai donné mon Instagram qui était privé. Et je le donne jamais parce que je voulais toujours rester avec une vie privée. Il y avait que TikTok qui était public parce que j'aimais beaucoup ma vie privée. Et je l'ai donné. En fait, il y avait une casteuse à ce moment-là qui a rentré mon Instagram, qui est restée discrète pendant une semaine. Elle avait un chat qui ressemblait au mien. Je pensais que c'était une fille que j'avais connue ou que ma sœur connaissait, je sais pas. Et après, elle est venue me parler. Et en fait, quand elle est venue me parler, je me suis dit, mais c'est une blague. Elle m'a envoyé un pâté comme ça sur Mario au premier regard. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est un fake. Et en fait, du coup, je lui ai dit, c'est ma famille qui vous envoie. Parce que je pensais que c'était mes parents ou ma tante qui avaient dû m'inscrire comme ça, parce Mhm. qu'on en avait déjà parlé pour rigoler en famille à table. Ma tante qui disait qu'elle allait m'inscrire et tout. Et moi, je lui dis, ah non, non, non. Et en fait, je lui ai dit, j'ai l'air si désespérée que ça pour que qu'on vienne me parler, parce que c'est vrai que moi, j'adore l'amour. Et c'est vrai que je voulais absolument me poser. Je cherchais l'âme sœur hein, à ce moment-là. Et donc, elle m'a téléphoné, elle m'a rassurée. J'ai vu que c'était réel. Hein. Elle m'a parlé de choses, de services juridiques, tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment vrai. Et du coup, j'ai réfléchi, j'en ai parlé. Elle m'a dit, n'en parle pas à trop de gens parce c'est interdit. Mhm. J'en ai parlé à 3 amis proches, pas ma famille, du coup. Et elles m'ont dit, Alicia, t'as rien à perdre. Essaye. Elles m'ont dit qu'en plus, enfin moi, j'ai du mal à rencontrer dans la rue, j'ai du mal à être sur les sites de rencontres. Elles m'ont dit, là, tu as l'occasion, l'opportunité de donner des traits de caractère que tu veux et qu'on puisse te les trouver. Tandis que quand je vais boire un verre, si je rencontre un homme, il va se vendre. Donc, je trouvais ça plutôt original et j'ai accepté, je l'ai fait. Après, j'ai pris peur. Juste une semaine avant l'annonce de compatibilité, je me suis désistée. Je leur ai dit, je veux pas passer à la télé parce que j'ai peur. J'aime bien ma petite vie tranquille, en fait. Et là, on m'a dit, réfléchis bien parce que ton annonce, elle va être positive. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye le prix d'une médiatisation pour trouver l'amour? Est-ce que ça vaut le coup? Et je me suis dit, quand même, si vraiment je trouve l'amour de ma vie, ça peut peut-être valoir le coup. Et du coup, j'ai pris le risque. Et après avoir donné ton accord, et je suppose qu'il y a eu une série de tests à réaliser pour Ah pouvoir oui. justement trouver la compatibilité avec ton probable futur mari. Ça se passe comment ces tests? Ça dure sur plusieurs jours? Tu dois te déplacer quelque part pour faire des tests? Ils t'envoient tout par mail? Comment ça se passe? Alors déjà, quand j'accepte, je fais un PDF. Et moi, du coup, Mhm. je suis pas passée par les castings, parce que je crois qu'il y a des castings avant où on envoie des vidéos, je sais pas trop. Moi, donc, j'avais un PDF que j'ai dû remplir. C'était très, très long quand même. C'est comment je suis, mon style d'homme, ce que je fais dans la vie. C'est vraiment histoire de savoir qui je suis en profondeur. Après, il y a l'atelier 1. Je dois faire une vidéo où je dois parler aussi. Après, là, il y a l'atelier 1, où là, il y a des tonnes de personnes qui passent au fur et à mesure, qui veulent me connaître, qui me posent des questions. Donc, ça va de la psychologue, d'une vraie psychologue, aux experts. Moi, j'ai vu Mhm. Estelle, à la directrice de production. Ça va aussi, j'ai dû choisir ma taille de bague dès le premier atelier, alors qu'on ne sait pas du tout si on est pris. J'ai dû avoir un catalogue, choisir des robes. Et j'ai dû être filmée, je devais dire une phrase. Et j'ai dû répondre sur une tablette à des questions fermées. Donc ça aille vite. Et après, un autre test où il y a plein de photos de mecs, un peu au style un Tinder, quoi. Et je mets non ou oui. Enfin, j'envoie et Ok. j'aime ou j'aime pas. Mhm. Voilà. Et ça a duré vraiment toute une journée, l'atelier 1. Et après, je repars avec 2 PDF que je dois répondre au PDF. Et il y a un PDF où c'est des questions ouvertes. Il faut faire minimum de phrases. Et ça, par contre, ça m'a pris 4 heures hein, à la maison. Ah oui, C'était long, ça va. c'est interminable. On parle, ouais, carrément, on peut parler politique, on doit dire ce qu'on pense du Covid. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'ils veulent voir comment on écrit, ils Mhm. veulent voir comment on réfléchit. Ça va très loin. Hein.
Ils veulent savoir un peu aussi le degré d'intelligence, je pense. Ils nous demandent nos citations préférées, nos films préférés. Enfin, ça va très, Ah très ouais, ouais, loin. d'accord. Ouais. Et après aussi le style de personne qu'on est, nos souffrances. Donc, est-ce qu'on a souffert en amour? Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Tout ça. Ah ouais, ouais, c'est quand même un énorme questionnaire et un énorme Très suivi, quoi. poussé. Ouais, Je ouais. pensais pas que c'était autant poussé. Ah ouais, Vraiment, moi non c'était plus. très poussé. Moi, j'étais très en retard sur le rendu parce que ça m'a un peu saoulée, carrément. C'était J'imagine. où je Mais je pense que travaillais, il fallait tu que je dois pas rentre être à la la seule à qui maison. ça. Ouais, Je pense que ça doit être. Il y en a même peut-être qui ont abandonné pendant ce peut-être. moment-là, peut-être parce que il y a l'air d'avoir tellement de tests à faire et tout ça, ça doit prendre un C'est temps fou ça. en plus aussi. Donc il faut avoir le temps aussi de pouvoir Mm. tout faire. Ouais. Donc, du coup, après, il y a une précompatibilité, je pense. Je j'ai pas les preuves, mais je pense que c'est logiciel. Une Mhm. précompatibilité peut-être informatique parce qu'on m'avait dit il y a des précompatibilités grâce à l'atelier 1. Donc, ça peut Ouais, aller de 3 4 précompatibilités. Et du coup, ils prennent ces précompatibilités hommes-femmes et ils les font venir sur l'atelier numéro 2. Et d'accord. l'atelier numéro 2, donc là, on va voir des vidéos d'hommes de l'atelier 1. Donc, des gens qui sont pas pris et des gens qui sont pris. Donc, moi, apparemment, il y a eu Bruno. Je me rappelle plus parce qu'en fait, c'est fait exprès pour pas qu'on retienne, hein, vraiment. Mhm. Moi, apparemment, on m'a confirmé qu'il y avait eu Bruno, mais je me souviens pas. C'est vraiment bien fait, quoi. Et donc, j'avais mis oui pour lui d'ailleurs. Et on a encore des questionnaires sur notre personnalité, ce qu'on cherche chez l'homme. Et là, c'était plus poussé sur le physique et D'accord, ok. moi, je me souviens que l'atelier 2 c'était vraiment physiquement, qu'est-ce que tu aimes? Donc, moi, j'avais mis bah, un joli sourire, tout ça. L'atelier 2 c'était vraiment très poussé sur le physique, beaucoup plus. D'accord, ok. Bon, et après avoir passé ces nombreux tests, la production t'appelle pour te dire que tu es officiellement sélectionné. Entre l'annonce de la production et le mariage, il se passe combien de temps? T'as combien de temps pour te préparer Ils nous annoncent pas qu'on est officiellement sélectionné après l'atelier 2. Ils nous disent, vous aurez des nouvelles, c'est au mois de mars, vous aurez des nouvelles dans un mois et demi. Mhm. L'attente, elle est très longue parce qu'on sait toujours pas si on est sélectionné ou pas, hein. Vraiment pas, hein. D'accord, ok. Pas du tout. Donc moi, je savais pas si j'étais prise ou pas prise, hein. Et en fait, c'est au moment où ils nous annoncent la compatibilité qu'on sait ou pas. Donc je pense que il n'y a pas tout le monde qui est filmé forcément. Donc je pense que des fois, certains, ils ont des appels négatifs et d'autres sont filmés. Mhm. Et voilà. D'accord. Et justement, j'allais te demander, quand on regarde l'émission à la télé, on voit les experts justement qui vous appellent pour vous dire qu'ils ont trouvé une compatibilité avec, entre vous et une autre personne. Vous la prenez vraiment face caméra ou tout est prévu un peu à l'avance et après, il y a les caméras qui arrivent justement pour pouvoir passer ça à la télévision? Ou vous On apprenez la vraiment prend la nouvelle vraiment, face caméra? on la prend vraiment face caméra. D'accord. Euh, Moi, il y a eu un petit problème, un petit souci d'enregistrement. Donc, pour vous dire que c'était réel, Ouais. ils ont montré mon appel téléphonique, mais en fait, moi, j'ai vu Estelle. Et ça, j'étais pas au courant. En fait, j'étais en tenue de sport, exactement comme on voit à la télé. Et en fait, d'un coup, j'ai Estelle qui arrive derrière, mais je ne suis pas du tout au courant. Je lui dis, ah, comment tu vas? Et en fait, ils me font couper, faut pas la tutoyer, faut la vouvoyer, quoi. Je Ah fais, oui, ah, d'accord. pardon, et tout, quoi. C'est vraiment, je m'y attendais pas, quoi. Vraiment pas. Ok, Donc, elle était ok. là, donc surprise. Et en fait, il s'avère que les micros fonctionnaient pas. Et ils avaient que un seul micro, c'était le mien. Donc, du coup, ils ont dû dire, bon, bah, Estelle, on n'a pas assez de micros. Donc, en fait, tu vas l'appeler, même si t'es là. Tant pis. Parce qu'il y a eu un gros souci technique. Donc, du coup, elle était quand même là. Mais elle m'a appelé. Elle a dit, bon, je change, je vais ailleurs, quoi. Donc, elle est partie en voiture et elle m'a appelé. D'accord, ok. Et donc, là, elle m'a annoncé la compatibilité. Mhm. Et donc, le voyage à Gibraltar aussi. Ok. Et du coup, après ces nombreux jours d'attente, arrive le jour J pour expliquer à celles et ceux qui connaissent pas forcément le programme. Le mariage a lieu dans un endroit paradisiaque à Gibraltar. Les deux familles de la mariée et du marié sont présents. Le marié arrive en face des familles en premier et ensuite c'est à ton tour de franchir le rideau. Avant de te lancer et d'arriver devant tout le monde, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Le fait de vivre une expérience inhabituelle comme ça, j'imagine que déjà il doit y avoir énormément de stress et après tu dois te poser Mm.
10 000 Ah questions. là, ça pue ici, c'est un truc de fou. Déjà, je me demande, à ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ramené ma famille ici? Même mon grand-père, il a pris l'avion, il est là, derrière ce rideau. Mais j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là, et si ça marche pas? Mais si ça marche? Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de taux de réussite dans cette émission. Donc là, j'ai flippé et j'étais au bord du malaise. Et à un moment, je dis, c'est moi qui pousse le rideau ou c'est vous? Et ils me disent, non, non, c'est nous qui l'ouvrons et tu pars. Ah, donc j'ai même pas le choix en plus. Et je tremblais des jambes. Je levais une jambe, puis l'autre sous ma robe, une jambe, puis l'autre. Je savais pas qu'on pouvait d'angoisse trembler des jambes. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je ne savais pas que à ce point-là, quand on avait peur, on pouvait trembler des jambes. J'avais les jambes qui tremblaient, quoi. J'avais trop peur. Et après, bah, ils ont ouvert le rideau. Je me suis dit, putain, j'ai pas le choix, c'est bon, mon Dieu. En plus, je déteste le regard des gens sur moi. Bon, je sais, je fais de la télé, c'est vrai, hein. Mais là, à ce moment-là, bon, il y a mes parents qui me regardent, donc c'est mes parents. Mais là, je vois sa famille qui me regarde. Je me dis, putain, meuf, tombe pas, ne tombe pas au sol. Surtout que c'est un truc droit, il y a de l'eau. Donc, reste droite, allez, vas-y doucement. Et là, plus je m'approche, donc je vois un grand brun. Donc, je me dis, ah, grand brun, ça me plaît. Et plus j'avance, plus je me dis, ah ouais, il est beau quand même, hein. Je m'attendais pas. Je pensais avoir donné tellement de traits de caractère que fallait que moi, pour moi, il fallait que je passe outre le physique. Mhm. Je m'étais mis ça en tête. Et en fait, il était très beau. Donc de là, je me suis dit, ok, mais il faut creuser du coup le caractère parce que t'es beau, mais il faut voir derrière. Donc du coup, j'avance et je me dis, ah putain, il est beau. Et puis c'était cool. Il avait une sœur. Moi, je demandais qu'à avoir une belle sœur hein, parce que je suis très copine. Donc j'étais contente. Je vois qu'il a une belle sœur, enfin une sœur. Donc j'ai une belle sœur. Je le vois, il me parle, il est gentleman et du coup, il y a eu un coup de foudre. Même si au départ, avec la sœur, si je me souviens bien, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'elle était protectrice et pas. Comment elle se définissait? Elle se définissait possessive, Possessive, ouais. mais Mm. non, c'est pas le mot que je vais mettre aujourd'hui, c'est le mot protectrice que je vais mettre sur le caractère de Karine. C'est pas du tout être possessive parce qu'elle n'a pas été du tout là sur un an et demi jusqu'aujourd'hui. Mm. Elle a été protectrice, tout simplement. Et c'est normal. Après, il y a eu un degré peut-être qui a été mal perçu par la télé, mais c'est parce qu'ils sont soudés, tout simplement. Oui, après, c'est peut-être la façon aussi dont ça a été diffusé à la télé qui montrait peut-être un peu plus. Ils se disent les choses tellement souvent qu'en fait, elle a été frustrée de ne pas avoir le moment off parce que c'est tourné tout le temps, non-stop, le Mm. mariage. Non-stop, il n'y a pas de moment off. Et elle a eu zéro moment pour aller le voir et lui dire alors, qu'est-ce que t'en penses? Donc, jusqu'au dîner de mariage, eh ben, elle savait pas ce qu'il pensait vraiment. Et donc, en Ouais, fait, ouais. ça l'a stressée. Et Karine est une grande angoissée. Et du coup, bah, elle a stressé. Et du coup, en fait, bim, elle a pleuré en interview. Et quand en interview, ils ont dit, t'as pas l'impression de perdre ton frère, tout ça, et bah, elle s'est laissée porter par Mhm. l'interview, tout simplement. Ok. Alors la suite, on la connaît. Vous vous dites oui avec Bruno. Vous passez les prochains jours ensemble. Vous faites le voyage de noces. Tout se passe bien. Tout est beau. Tout est rose. Malheureusement, il y a quelques jours, tu as annoncé sur les réseaux sociaux que vous faisiez une pause avec Bruno, que vous aviez chacun besoin de réfléchir de votre côté. Qu'est-ce qui a fait que cette décision soit prise entre vous deux? Bruno et moi, on a vécu des moments magiques. Et ça, franchement, c'est ma plus belle relation. C'est la personne que j'ai aimé et que j'aime encore le plus au monde. J'ai jamais aimé un homme comme ça de ma vie. On a vécu des choses merveilleuses. Mais passé nos 1 an de relation, on a commencé à avoir quelques petites disputes, des désaccords. Et il s'avère que on se rejoignait pas sur nos avis. Et plus il y a eu l'hiver, ça allait. Et en fait, il est venu le mois de janvier et puis on commençait de plus en plus à disputer, à se disputer. Et en fait, c'est des problèmes d'incompréhension qui sont arrivés dans notre couple. Et à force, ça a été difficile. Je, Moi, j'ai des soucis de santé. Bruno est là pour moi parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il n'arrive pas à suivre ma santé. J'ai vu des abonnés dire ça. Pas du tout. Bruno, il est là pour moi. Il a eu peur pour moi au mois d'octobre. Il m'a emmené aux urgences. Il m'emmène à la pharmacie. Enfin, c'est pas du tout un problème de ça.
c'est que Bruno, il s'est un peu perdu. Voilà, Bruno s'est un peu perdu. Euh, je vais te dire, hein, il a donné de l'attention à une autre femme. Voilà, il a D'accord. donné de l'attention à une autre femme. Et Ok. moi, je l'ai su. Je l'ai su. Et du coup, quand je l'ai su, bah, il s'est excusé. Il s'est excusé. Il a été très, très, très mal. Et il a broyé du noir. Et du coup, je lui ai dit, bon, écoute, c'est bon, on va y arriver tous les deux. Je te pardonne. Il n'y a pas de souci. Ça n'a pas Mhm. non plus été. Cette attention donnée n'a pas non plus été très, très loin, on va dire. Mhm. Il n'y a pas eu il y a pas eu de choses. Je veux dire, c'était pas non plus un adultère, quoi. Mhm. Mais moi, ça m'a blessée. Je suis sensible, on est mariés et ça s'appelle quand même une tromperie. Donc, moi, je suis blessée. Et à partir de là, en fait, je pense qu'il y a eu une brisure dans notre couple, tout simplement. Il y a eu des incompréhensions et moi, après, j'ai eu du mal à faire confiance. J'ai pas été jalouse, mais dès qu'il se distançait de moi, je lui disais, mais à qui tu parles? Mhm. Sauf que lui aussi était très jaloux parce qu'il pensait que s'il avait pu faire ça, j'aurais pu être capable. Donc, il a été très, très jaloux. Très Bon, jaloux, après, c'est Bruno. normal. Après, ça part aussi dans une. Ouais. C'est un cercle vicieux, après aussi, du coup. Ça a été un cercle vicieux, sauf que je le regardais dans les yeux, je lui dis Bruno, j'ai jamais parlé à un homme, et ça, Dieu le sait, je n'ai jamais osé regarder un homme, parler à un homme, donc ça, il le sait, que Mhm. ça, j'ai jamais fauté moi de mon côté. Je te balance un peu une bombe, mais je pense qu'il faut que les gens comprennent pourquoi notre couple il a eu une cassure, parce que en fait, cette cassure, je pense que c'était ça. Et ça nous a complètement éloignés, et finalement, Bruno a commencé à être distant et moi aussi. Et on se donnait plus l'amour qu'on pouvait se donner avant. Avec, Mhm. ça a été tellement sincère entre nous, tellement on était tellement tactile. Et cette tactilité, en fait, on l'a perdue. Et malgré le fait qu'on ait voulu continuer, et en fait, on s'est perdu. On s'est perdu, on se comprenait plus. Et à force, on se disputait. Et après, je sais pas, on est parti à Marrakech et j'ai l'impression de perdre Bruno. Et à Marrakech, je lui ai dit, je te reconnais plus. Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, on se comprend plus, quoi. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est Donc, vraiment juste une pause. Vous allez vous revoir ou. c'est pas vraiment une pause, en fait. Au début, c'était une pause, mais Mhm. là, depuis qu'en fait, on a voulu s'éloigner, on se comprend encore moins. Dès qu'on se voit, ça part en dispute. Et je pense qu'on n'arrive plus à communiquer. Donc, moi, j'ai encore ma bague parce que j'arrive même pas à la retirer. Mon doigt, il Mhm. est trop gonflé. Lui, il l'a retiré. Il s'est pas caché de le Ah, montrer. il l'a retiré? Ah, il l'a retiré dès que j'ai annoncé une pause. Donc, déjà, j'ai Ah, d'accord. compris. Ok. Je pense que Bruno, il a besoin d'une vie de célibataire, tout simplement. Il n'est pas prêt à une vie maritale. Il n'est pas prêt à avoir des enfants. Moi, je suis prête. Je suis prête à me stabiliser. Je suis prête à créer une famille. Et ce que j'ai vu chez Bruno, c'est que lui, il n'est pas prêt. Ok. Bruno, il préfère sortir, il préfère se coucher tard, se réveiller tard. Et moi, je suis prête à me coucher tôt et me lever dans la nuit en ayant un enfant, en fait. Mhm. Et voilà, c'est ça qui passait pas. C'est que du coup, moi, je suis prête à une vie de famille, lui, non. Donc déjà, ça c'est pas possible. Donc, s'il préfère avoir une vie de célibataire, c'est très bien qu'il le fasse et j'espère qu'il sera heureux comme ça. Et moi, je peux pas être heureuse comme ça, donc je pense que c'est une rupture. Ok. Ok. Sauf Ok. s'il se réveille. Sauf s'il se réveille un jour et qu'il se dit merde, je fais de la merde, mais ça ne va pas. Après, il vaut mieux le voir. Enfin, si on peut voir le positif, on va dire, il vaut mieux le voir maintenant plutôt que d'attendre justement d'avoir, comme tu dis, d'avoir des enfants et tout ça, et qu'à ce moment-là, justement, vous voyez que ça passe pas et que ça peut vraiment plus durer. Et, Exactement, et après, exactement. après, quand on Après, a des enfants, on sait très bien que c'est très compliqué quand il y a une séparation. Donc, oui. Et c'est ce que je me dis. Je me dis, on est mariés, mais on n'a pas d'enfant, donc du coup, c'est pas mhm. grave, c'est un papier. Donc là, il n'y a pas encore de divorce, de date de divorce, mais sachez que c'est un vrai divorce parce que je me suis renseignée. Il nous faut deux avocats chacun et le notaire. Ah ouais, Voilà. d'accord.
Parce Donc, qu'après, je c'est me un vrai suis mariage, donc renseignée. forcément. Oui, parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est un faux mariage, mais Mhm. là, dès que la décision est prise, il y a un avocat pour Bruno, un avocat pour moi et le notaire. D'accord. Voilà. On va quand même partir à Bali. Je sais, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est le voyage de nos rêves et on veut pas s'asseoir sur une telle somme d'argent et sur le voyage de nos rêves. C'est un voyage organisé et on s'est dit qu'on était assez mature pour faire notre voyage chacun de notre côté en étant dans le même groupe. Il y a deux personnes qu'on connaît, donc on Mhm. est à quatre. Donc on va quand même aller à Bali dans 3 semaines. Ah, dans 3 semaines, ah oui, c'est bientôt. Ok. Ouais, il y en a qui pensent que c'est insensé de faire ça, mais moi personnellement, c'est le voyage de mes rêves. Donc j'ai envie d'y aller, j'ai envie. Et lui, en fait, il pense la même chose. Donc on ne veut pas se sacrifier. C'est une grosse somme d'argent en plus. Ouais, puis On n'a pas eu une collaboration. c'est On va prévu pas depuis s'asseoir. longtemps et c'est pas forcément. C'est Tu ça. vas, tu vas pas faire ça tous les Ça, jours non plus, quoi. Donc. ça fait 8 mois, je crois, 7 mois que ce voyage est prévu et on peut pas. J'ai encore des prélèvements là, des chèques. Je peux pas. Ça va pas s'asseoir dessus et je pense que c'est soit en fait on s'ignore ou soit on se rapproche. Je sais pas. Alors, à la suite de cette émission, tu es devenu une personnalité publique. Tu as plus de 321 000 abonnés sur Instagram aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Comment tu vis cette exposition maintenant depuis la diffusion de cette saison 6 de Marie au premier regard? Alors, je m'y attendais vraiment pas. Je suis pas quelqu'un qui prévoyait, enfin, je prévoyais pas ça parce que de base, je suis très timide, mais justement, grâce à ça, j'ai appris à avoir une pleine confiance pour parler face caméra alors que je faisais pas ça. J'ai eu la chance d'avoir une majorité de personnes bienveillantes et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et, et ça m'a fait tellement plaisir parce que j'avais peur de ça. Je me suis dit, oh là là, les réseaux sociaux, passer à la télé, on va se faire tellement clasher. Ouais, il y en a eu, Mhm. mais j'ai eu une explosion de bienveillance et du coup, quand on a ça, bah, on pense pas au reste parce que c'est vrai, il y a des gens qui seront méchants et ça arrivera même au meilleur de se faire critiquer. C'est normal, mais il faut pas le prendre pour soi parce que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Quand justement tu as commencé à voir qu'il y avait une énorme évolution à ce niveau-là, ça te faisait pas peur, ce changement de vie? Parce que du coup, après, c'est un changement de vie. J'imagine qu'on te reconnaît dans la Bah, ouais. rue. Dès, Enfin, dès le premier soir, en fait, j'étais avec mes amis et j'avais un ami qui me disait, regarde, toutes les secondes, il rafraîchissait ma page, ça augmentait. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je me disais, mais déjà, pourquoi moi? mhm. Euh, et je pensais pas toucher autant de personnes. Vraiment, je me trouve pas non plus exceptionnelle, mais je me suis dit, ouais, bah, c'est à cause du drame qu'on me suit, quoi. Je me suis dit ça, en fait, c'est à cause du drame qu'on me suit. Et je me suis dit, bon, ben, je vais passer ma bonne humeur à travers, enfin, tous ces abonnés, je vais leur passer ma bonne humeur, je vais leur montrer qu'on peut être heureux, voilà. Même avec tout ça, on peut être heureux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont identifiées à moi finalement. Et derrière, j'ai eu plein de questions. Comment tu fais pour vivre comme ça? Moi, j'ai perdu ça. Moi, j'ai ça. Même des personnes qui ont le cancer qui sont venues me demander des conseils pour relativiser. C'était, j'en recevais même tellement que j'ai pas pu répondre à tout le monde et je suis pas psychologue et du coup à un moment je me suis dit je peux pas écouter la peine de tout le monde. J'ai essayé au début et après j'ai commencé à éponger. Je me suis dit waouh, il faut que je me protège. Je vais dire à tout le monde merci pour vos messages. Je pouvais pas répondre, j'avais trop de messages. Mhm. Donc j'ai expliqué un petit peu en story au début que je pouvais pas répondre à tout le monde. Et bon, ça continue d'augmenter aujourd'hui. Et c'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que la majeure partie, c'est de la bienveillance. Bon, depuis que j'ai eu la pause et le single, là, il y a un petit peu de haters qui sont là, mais allez, on va dire que c'est 5%. Parce que j'étais encore hier avec ma copine, je lisais la bienveillance des gens. Ça fait plaisir, mais trop plaisir. Mais après, les haters, ils sont durs. Ils pointent vraiment avec un couteau la personne. T'as déjà justement été touché par un message de haters où tu essayes justement de passer à côté et de vraiment pas faire attention. Dès que tu commences à voir qu'il y a un message un peu haineux, tu bazardes et tu Ouais, passes à autre chose. dès qu'on parle de,
de ma sœur, en fait, ça va me toucher. Et là, il y a eu un commentaire très méchant qui a dit que je surfais sur la vague du décès de ma sœur pour briller. Et ça, je ne l'accepte pas. J'ai demandé, parce que c'était une publication en collaboration avec mon attaché de presse du single, et je pouvais pas avoir accès, enfin, modifier les commentaires. Donc, je lui ai dit, supprime ça parce que ça, en fait, j'accepte pas. Parce que non, en fait, c'est pas du tout ça. Jamais je me permettrais de briller sur la vague de ma sœur, enfin, du décès de ma sœur. Je l'aime trop pour ça, j'ai trop de respect. Ouais, je suis connue pour être la personne qui a perdu sa sœur, ouais, parce que je l'aime, donc j'en parle et je vis pour elle. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, elle est fière de moi. Et en fait, je parle en son nom parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était là, qu'est-ce qu'elle me dirait? Je surfe pas sur sa vague, c'est juste que je suis une personne qui a besoin d'elle, de sa force. Et bah, la musique, mon single, pour moi, c'est un hommage. Je fais une musique sur elle et après, c'est terminé. Je ferai pas d'autres musiques sur elle. Pour moi, c'est un bel hommage de pouvoir chanter. Et peut-être que là-haut, elle entend ma musique et c'était l'une des seules personnes qui savait que j'aimais chanter à Ouais. l'époque parce que je me cachais. Mhm. Je me cachais, j'aimais pas, parce que j'ai pas une voix extraordinaire, je le sais. Mais c'était l'une des seules, je crois que je pouvais compter sur les 5 doigts de ma main les personnes qui savaient que j'adorais chanter. Et elle le savait. Et donc, je me suis dit, c'était une des seules et chanter pour elle, bah, ça me fait plaisir, c'est un exutoire et j'y mets de l'émotion. Et moi, pour moi, c'est une fierté. Ça s'appelle pas surfer sur la vague du décès de ma sœur, quoi. Ouais, c'est le problème des haters, de toute façon. C'est ça. Après, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Peut-être que, voilà, il y a des gens qui pourront jamais chercher plus loin, qui seront jamais ouverts d'esprit, finalement. Mhm. Et peut-être que ça fait penser à ça. Mariés au premier regard, ils ont beaucoup insisté, mais ça, c'est pas moi qui ai demandé. Hein. Ils rabâchaient tout le temps le Alicia qui a vécu ceci, qui a vécu cela. Et même pour moi, c'était difficile hein, de regarder les épisodes et Ils ont qui trop rabâchaient, hein, insisté, à même ton pour mes avis, sur ça? parents. Oui, ils ont beaucoup insisté, ouais. Et du coup, les gens disent que c'était moi qui en parlais tout le temps, mais pas du tout. C'est les vidéos qui rabâchaient, qui rabâchaient. Et moi, je leur avais demandé d'aller mollo là-dessus. J'ai même refusé beaucoup de choses. J'ai refusé de filmer des photos d'albums. J'ai refusé Mhm. plein de choses. Mais voilà, ils en ont fait beaucoup, beaucoup de moments. Et moi, j'avais quand même demandé à ralentir le truc. Après, les abonnés peuvent pas savoir ces côtés-là, donc forcément, ça, c'est pas grave que les personnes pensent ça, parce qu'au final, on pourrait le penser, parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe dans la Mhm. réalité. Donc, j'en veux pas à ces gens-là, mais ils sont juste très médisants. Ok. Et quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent s'inscrire à cette expérience, justement? Parce qu'après, il y a beaucoup de choses positives à faire cette expérience, mais il y a aussi des choses négatives à côté, donc qui peuvent Ouais. être négatives et qui peuvent devenir négatives, voire très très négatives. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui voudraient tenter cette expérience Mario au premier regard? La première chose, c'est d'être stable émotionnellement. Parce que si vous êtes très sensible, ça va être très dur pour vous. Très, très dur. Déjà, la médiatisation, les abonnés, les haters, ça va être trop difficile. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait marier au premier regard, qui ont eu vachement de mal avec ça, qui ont limite dû voir les psychologues après. Donc, il faut vraiment être dur dans sa tête, mais avoir quand même un cœur d'artichaut pour pouvoir aimer. Parce qu'il faut pouvoir s'ouvrir à une personne au premier regard. Donc, il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir parce que on pense peut-être le vouloir et après, dès qu'on est sur le fait accompli, on se dit, ah bah finalement, non, j'ai pas envie d'aimer et après, bah, ça marche pas. Donc, il faut vraiment être sincère, vraiment le vouloir, trouver l'amour, pouvoir être ouvert à découvrir une personne, même si elle nous plaît pas forcément au premier regard. Et pour l'après, c'est avoir cette, des- comment dire, un mental un peu d'acier pour pouvoir passer au-dessus de la médiatisation. Et justement, ne pas se perdre dans la notoriété. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se perdent dans la notoriété. Donc, en fait, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Mhm. C'est Et, important. et être bien entouré, je suppose aussi. Oui, être bien entouré, ouais. Alors Alicia, il y a quelques jours, plus d'un an après ton passage à la télévision, tu as sorti un single. Du coup, j'imagine que tu as décidé de lancer ce single parce que voilà, tu as une passion pour la musique depuis toute petite que tu cachais, certes, mais voilà, maintenant tu t'es dévoilé.
À quel moment tu as commencé à lancer ce projet de musique? C'était prévu ou ça s'est fait un peu par hasard, de par une rencontre ou comment ça C'était s'est... pas prévu. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été très timide avec la chanson, tout ça, chanter, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas un talent exceptionnel, je chantonne, quoi. J'avais déjà eu un projet de chanson quand j'avais 22 ans avec un producteur. Mhm. Et pour vous dire, j'ai pris peur. J'ai pris peur et j'ai tout arrêté. Mais j'avais D'accord. déjà été repérée grâce à TikTok. J'avais mis une chanson où je chantais. Et donc j'ai été, la personne, elle a écrit une musique pour moi. Et en fait, j'ai flippé. Et je suis partie. J'ai tout arrêté parce que je suis trop pudique et je pense que j'étais encore un peu trop jeune. J'étais encore un peu trop fragile aussi. Ça faisait à peine 1 an que j'avais eu mon accident, tout ça. Donc je pense Mhm. que je l'avais. C'est pas le moment. Et en fait, j'ai continué de chanter. J'ai pris des cours de chant, tout ça. J'ai continué un peu publier sur mon Instagram perso sans avoir envie d'être chanteuse. Ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas Mhm. une carrière que je veux. Parce que être chanteuse, être connue, je pense, enfin, j'envie pas trop les personnes qui sont chanteurs et connus parce que c'est pas facile tous les jours, je pense. Et bah, quand j'ai fait Marie au premier regard, j'ai partagé un petit peu certaines vidéos où je chante pour les abonnés sans but précis. C'était vraiment pour leur montrer un petit peu ce que j'aime faire. Et bon, j'ai dépassé quand même aussi cette pudeur en voulant partager ça. Et un jour, j'ai chanté, sans publier de vidéo, j'ai chanté à la télé. Il y avait un karaoké sur, je crois que c'était du Louane. Et Bruno m'a filmé. Et j'ai posté sur Instagram en story. Et là, j'ai été repérée, en fait. Un producteur, il m'a tendu la main. Et je lui ai dit, justement, je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais confiance, en fait? Parce que j'ai rien d'exceptionnel. Je lui ai posé la question plein de fois. Je lui ai dit, mais pourquoi me faire confiance? Pourquoi moi? Enfin, il y a tellement mieux. Enfin, j'ai rien de fou. Il m'a dit, tiens, Lucia, t'as quelque chose. T'as quelque chose. Et si je veux te produire, c'est qu'il y a quelque chose qui me plaît, en fait, et qui peut fonctionner. Mhm. J'ai eu des moments de doute et je lui ai dit justement, je lui ai dit, OK, mais je veux que ce soit parfait, donc je vais reprendre des cours en technique vocale parce que je veux pas décevoir. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai même accepté d'avoir des caméras dans le pif et dans la gorge parce que on m'a dit que j'avais, enfin, la coach en technique vocale m'a dit que j'avais de l'air quand je parle et quand je chante. Et ça, en fait, c'est à cause de l'intubation quand j'ai été dans le coma. Et D'accord. donc, du coup, j'ai été faire un test chez l'ORL. Donc, dans le nez, ça passait pas. C'était horrible. Après, il l'a mis dans la bouche. C'était horrible. Et en fait, ça a confirmé que j'ai un petit peu d'air, mais ça n'empêche pas de chanter. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantent D'accord. comme ça. Mais ça a confirmé déjà que j'avais pas de pathologie. Parce qu'avec une Mhm. pathologie des cordes vocales, après, c'est compliqué de chanter. Mais ça m'a juste dit que j'avais de l'air dans les cordes vocales. Et donc, j'ai fait de la rééducation respiratoire aussi pour ce single. Donc, je fais de la rééducation respiratoire pour pouvoir bien respirer, bien chanter. Et voilà, on en est venu au single et j'en ai flippé. J'en ai vraiment, vraiment flippé. J'ai même décalé d'une semaine l'enregistrement parce que j'ai eu peur. D'accord. Et voilà, je dépasse mes peurs et je me dis, allez, je le fais parce qu'on ne peut pas refuser une main tendue finalement. On me l'a proposé, pourquoi je dirais non? Mhm. Donc je l'ai accepté, je me suis dit, au pire, ça marche pas. C'est pas grave, j'aurais fait là une chanson en hommage à ma sœur et je peux mourir tranquille, c'est bon. Tu seras fier de toi par rapport à ça dans tous les cas. Donc, Exactement, c'est ma fierté personnelle et je me suis dit, si on n'aime pas, c'est pas grave, c'est les goûts, les couleurs, hein. Il y en a mhm. qui adorent le hard rock, il y en a qui n'aiment pas le hard rock. Bah, il y en a qui vont pas aimer ma chanson qui est un peu pop et il y en a qui vont l'adorer et d'autres vont la détester, quoi. La musique, c'est pas. Ça sera toujours comme ça de toute façon. Donc, tant que toi, Voilà, ça te c'est fait ça. du Il y bien en a et qui que adorent tu le regrettes rap pas et il y en a après. qui n'aiment pas le rap. Voilà, c'est ça. Je regrette pas. Mhm. Et ton single, du coup, s'appelle Avis. Mon Pourquoi avoir single choisi ce s'appelle. titre? Attends, il y a une moto qui passe. Comment? J'ai dit ton single s'appelle Avis. Pourquoi avoir choisi ce titre, justement? Parce que, en fait, quand on est blessé à vie. Mais finalement, comme dit la chanson, notre destin peut quand même nous plaire. Mhm. Donc, faut pas regarder en arrière. Donc, c'est quand même, en fait, finalement, c'est une chanson triste, mais qui donne une petite morale. C'est peu importe ce qui t'est arrivé, euh, sèche tes larmes, ne regarde plus en arrière. Et ton destin, en fait, si tu avances, il peut te plaire. Donc, il y a quand même une moralité dans cette chanson. Donc, il faut. Là, je le dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont pas forcément compris.
la moralité, c'est ça, que le destin peut quand même nous plaire malgré qu'une personne ne soit plus là. Et comment ça s'annonce pour toi les prochains mois dans la musique? Parce que tu dis que tu ne voudras pas forcément faire une carrière dans la chanson, tu ne te vois pas forcément faire une carrière dans la chanson, mais est-ce que tu as prévu de sortir, pourquoi pas, un autre single ou pourquoi pas envisager un Ouais. album comme ça, par hasard? Ça- Alors, pas un album, mais j'ai signé pour 3 singles. D'accord, ok. Voilà. Avec le même producteur, Donc, du coup. exactement, avec le même producteur. Donc, je suis en exclusivité avec Silver Prod et Universal. D'accord. Silver Prod, en fait, travaille avec Universal, donc c'est quand même un gros groupe. Mhm. Et du coup, on a signé pour 3 singles. En fait, en gros, si ce premier single-là marche, les autres s'enclenchent. Et là, les statistiques, d'après mon producteur, ont été très, très bons ce week-end. Mon single est sorti le 12 mai. Et le 13 et 14, il y a eu de très bons chiffres apparemment. Je m'y attendais pas. Donc, du coup, il m'a dit, c'est bon. Donc, je suis assez stupéfaite. Et du coup, en gros, c'est tous les 6 mois après la sortie du premier single. Donc, D'accord, du coup, ce serait donc mai, ce serait pour octobre. d'accord. Ok, ok. Je pense que je fais partie de ceux qui ont beaucoup écouté parce qu'en préparant l'interview, j'ai pas arrêté de l'écouter pour essayer de bien comprendre et tout ça. Ouais, mais la prochaine chanson sera une chanson joyeuse. D'accord, ok. Bah, C'était ma petite demande particulière pour le prochain single. mhm. Oui, pour Peut-être essayer un une peu chanson de. d'amour, mais pas une chanson sur ma situation actuelle, mais une chanson d'amour assez joyeuse. Ok. Eh ben, hâte d'entendre ça en tout cas. C'est pas sûr encore, mais en tout cas, ce sera pas triste. D'accord. Et en complément de la chanson, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Alors, quand j'étais en rééducation, parce que je suis restée quand même 3 mois et je m'emmerdais, pardon pour ces mots-là, j'ai été avec mon ordinateur et j'écrivais tout ce que j'ai vécu à l'hôpital, donc en détail. J'ai parlé du coma, de la réanimation, des sensations. Euh, j'ai parlé de la sensation de sédation, tout ça. Mhm. Et après, quand j'ai repris mon indépendance, j'ai arrêté d'écrire. Et quand je raconte ça à ma famille, mes amis m'ont dit, mais pourquoi t'as arrêté d'écrire? Et donc, en fait, ça fait des fois, dès que j'ai le temps, je continue d'écrire. Donc, pour l'instant, j'ai que 40 pages, mais j'écris un écrit de témoignage où je parle déjà de ma jeunesse, comment elle était, et d'un coup, tout bascule. Comment je finis? Et en fait, le message de ce bouquin, c'est la résilience et l'indépendance. Malgré ce qui nous arrive, on peut être indépendant. Et Mhm. donc, j'en finirai sur le fait que je suis dans ce bouquin, je suis une femme indépendante, propriétaire d'un appartement avec un métier. Je conduis et je suis comme une personne normale malgré mes handicaps et mes problèmes de santé. Et donc, là, j'ai une maison d'édition qui me propose de m'aider parce que j'ai des petits blocages. Et donc, ils me proposent, parce qu'en fait, moi, je veux tellement détailler, ils m'ont proposé d'aller à l'essentiel. Donc, je vais être suivie pour pouvoir l'écrire. Et ça, par contre, c'est une fierté personnelle de pouvoir écrire ça parce que ça peut tant aider pour les mémoires infirmiers, ça peut aider aussi pour les personnes qui ont du mal à avancer. Et ça permet aux personnes aussi de connaître un peu plus en profondeur ce que j'ai pu vivre parce que on peut jamais vraiment le résumer. Et là, je le détaille carrément dans l'écrit de témoignage. C'est très Ok. prenant. Surtout la Donc, partie coma, elle est très très prenante. donc un livre est à prévoir dans les prochains mois, voire l'année prochaine, C'est quoi. ça. Ouais, c'est Ok. ça. J'aimerais bien pouvoir le publier en décembre ou janvier 2024. D'accord, Décembre 2023 ou janvier 2024. Donc d'accord. j'ai du travail. Ouais, ouais. Il va y avoir du boulot. Ouais, Et, ouais, il y a du boulot parce qu'en plus, du coup, il y a la chanson. Plus ça, du coup, je vais être assez prise. bah, c'est bien, ça te fait de nouvelles expériences aussi, ça va te faire. Ouais. Et avant de terminer, tu as récemment été hospitalisé. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement et comment tu vas aujourd'hui? En fait, je suis très souvent hospitalisée parce que la vérité, c'est qu'il y a eu une erreur médicale sur des douleurs que j'ai depuis 8 ans. Depuis 8 ans, en fait, des fois, j'ai des grosses crises douloureuses abdominales. Et en fait, pendant 7 années, donc 7 ans, on m'a dit, on ne sait pas ce que vous avez, c'est les opérations qui vous font mal.
Et en fait, un jour, je vais chez une gastro-entérologue qu'on me recommande, donc un grand professeur à l'hôpital Nord à Marseille, parce que moi, ça ne peut pas continuer comme ça, ces douleurs. Moi, à 50 ans, des douleurs comme ça, je n'en survivrai pas. C'est très, très douloureux. Je le souhaite à personne. C'est ma douleur la pire que je peux avoir. Et pourtant, j'en ai eu pendant l'accident, pendant l'hôpital. Mais celle-ci, elle est trop dure. J'ai du mal à respirer. C'est trop dur. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est bizarre parce que toutes vos hospitalisations en urgence, ils vous ont pas contrôlé le pancréas dans les prises de sang. Donc elle m'a dit, est-ce que vous seriez capable sur les prochaines crises douloureuses de dire à l'infirmier ou au médecin, contrôler le pancréas? J'ai dit, ah oui, il n'y a pas de souci, je peux essayer de parler ou même le dire à mes parents ou ma famille si je peux pas parler, qu'il faut faire un contrôle. Et bah, en fait, je fais une crise donc l'année dernière, donc il y a un an, je crois, un an, ouais. Je fais une crise douloureuse à Aix-en-Provence et donc du coup, je demande le pancréas. Et là, elle avait raison, ce grand professeur avait raison. Donc, je fais une pancréatite, en fait. D'accord. Donc, je fais une pancréatite et j'en refais une l'année dernière au mois d'octobre, encore une pancréatite. Et donc, du coup, elle m'a confirmé que, en fait, c'était des pancréatites à chaque fois, ce que je décrivais. Et ça, c'est très grave parce que il faut une hospitalisation d'une semaine à chaque fois après ça, parce que Ah oui. c'est pas à prendre à la légère. Et moi, en fait, quand j'allais aux urgences, donc ils me mettaient jusqu'à 6 doses de morphine, parce que c'était très douloureux. Et après, ils me gardaient en observation et me laissaient partir sans savoir que je partais avec une pancréatite. D'accord. Et donc, j'en ai fait une vingtaine. Et donc, à force, bah, j'ai dégradé carrément les petits canaux qui est à côté du pancréas. Et donc, bah, ça s'appelle une erreur médicale, tout simplement. Maintenant qu'on sait ce qui se passe, du coup, à force d'avoir fait des pancréatites, bah, j'ai mon pancréas qui fonctionne un peu difficilement et du coup, j'ai une petite production d'insuline qui est un peu faiblarde. Et donc, c'est pas un diabète, mais là, mon hospitalisation, c'était justement pour voir si j'avais le diabète. Effectivement, j'ai un problème de production d'insuline, donc on appelle ça une intolérance aux glucides, mais Mhm. ce n'est pas un diabète, ce n'est pas la pathologie. C'est juste un petit souci de production et on pense que peut-être ça peut se régler. Je suis pas condamnée. Au début, ils m'ont dit ça va être comme ça, mais là j'ai vu mon professeur à Marseille il y a une semaine, elle m'a dit non non, vous n'êtes pas condamnée, il n'y a pas de souci. On va faire là je vais faire une scintigraphie dans 2 semaines, on va encore regarder, mais elle m'a rassurée, je suis pas condamnée quoi. Mhm. Mais c'est grave quand même depuis le temps que tu traînes ça et qu'on n'ait pas réussi, surtout que c'est quelque chose quand même d'assez grave et de très douloureux, comme tu dis. Donc, Mm. Bah, c'est que pendant 7 ans, on me soignait avec des médicaments, mais j'ai appris récemment que la morphine, elle est contre-indiquée en cas de pancréatite. en plus, d'accord. En fait, ça s'appelle dysfonctionnement du sphincter d'Oddi. Donc, c'est un sphincter à côté du pancréas qui se Mhm. spasme, en fait. Mhm. Et la morphine, tout ce qui est morphine, opiacé, enfin, opium et codéine, ça fait spasmer, en fait, ce petit sphincter et c'est dangereux. Donc, moi, on D'accord. me traitait avec des antidouleurs comme ça. Et du coup, c'était pas bien du tout. Donc, en fait, le but quand je vais à l'hôpital maintenant, c'est de mettre du Débrida et du Valium comme les épileptiques pour que ça se détende. Et donc, du coup, maintenant, j'ai un médicament d'urgence à la maison. Avant, j'avais des sucettes de morphine pendant 7 années. Et maintenant, en fait, j'ai un spray, comme les personnes qui font des infarctus du myocarde, j'ai de la trinitrine. C'est un D'accord. spray, en fait, les personnes qui font des infarctus à la maison, ils prennent un spray Ouais. et c'est de la trinitrine, en fait, et ça permet au canaux de mieux s'ouvrir Mhm. parce que ça se resserre en fait. L'infarctus du myocarde, c'est quand le sang il a du mal à passer. Et du coup, moi, pour le spasme du sphincter d'Oddi qui n'a rien à voir avec le cœur, en fait, ça le dessert. Ça a été D'accord. prouvé que ça desserrait. Donc, j'ai un autre médicament d'urgence maintenant en espérant que ça marche. Parce que je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas encore. Mhm. Enfin, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage pour ça. Et pour finir, en plus d'une évolution positive de ta santé, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Euh, D'être pleinement heureuse. Eh ben, je te le souhaite. Du coup, Alicia, merci beaucoup d'avoir pris le temps Merci de à répondre. toi pour ta bienveillance.
Ben, merci beaucoup, hein. Merci à toi surtout d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça me fait très plaisir. J'aurais pu parler avec toi pendant des heures encore, mais Ouais, les mais bon, enregistrements on a auraient plein été de choses à beaucoup faire plus chacun de exigeants. notre côté. Donc, tu es un de mes rares coups de cœur à la télévision en plus. Donc, c'était pour ça que ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite. Pardon. Je vais suivre tes projets avec beaucoup d'attention. Et puis, peut-être Merci qu'on beaucoup, aura Fabien. l'occasion de faire une interview quand tu sortiras un livre, un nouveau single. Ou ça Avec sera avec, plaisir. ben, ça sera avec plaisir aussi. Donc, je te remercie beaucoup, Alicia. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram d'Alicia. Le lien est disponible en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle interview dans le Face à Fab sur la BAF TV. Ciao, ciao.